Numéro 1. Il y a 230 ans, le député Robespierre, élu au suffrage universel, déclare « La peine de mort est essentiellement injuste. Je conclus à ce que la peine de mort soit abrogée. » Et c'est la même chose que dira Lénine 100 ans plus tard. Ont-ils tenu parole? Non. Numéro 2. Il y a 180 ans, après avoir tenté une révolution violente, lors de son procès, Barbès déclare « Le seul moyen en ce moment de me conserver pour ma cause, c'est d'avoir la tête coupée pour elle. » 10 ans plus tard, il est libéré et élu député, et quand la classe ouvrière, inspirée par les idées de Barbès, tente une insurrection anticapitaliste en envahissant l'Assemblée nationale, Barbès, qui s'était pourtant fait élire grâce à sa réputation d'insurgé violent, se comporte soudainement comme un pacifiste mou, et quand les intrus de l'Assemblée nationale le portent sur leurs épaules, il se débat et leur déclare « Citoyens, écoutez-nous, vous êtes venus exprimer vos vœux à l'Assemblée. L'Assemblée les a entendus. Il faut qu'elle y fasse droit. Mais pour qu'elle ne semble pas violentée, il faut, dans ce moment-ci, que vous vous retiriez. » Et du coup, tous les intrus de l'Assemblée nationale finirent en état d'arrestation. Come on! Numéro 3. Lors de son procès pour coup d'État, le révolutionnaire de gauche Martin Bernard déclare « À propos des mesures que les capitalistes prenaient envers les ouvriers comme lui, si nous avions la volonté ou le pouvoir de répondre par la violence aux mesures dont nous sommes l'objet, nous ne ferions qu'user du droit de légitime défense. » Et 10 ans plus tard, quand il est élu député d'extrême gauche à Lyon, il ne semble plus trop croire en le droit de légitime défense des révoltés, et donc, il garde secrètes les dépêches qui lui parvenaient sur la révolution d'extrême gauche qui était en cours à Paris, afin d'éviter un soulèvement à Lyon. Yoink. Numéro 4. Étienne Cabet. Dans ses textes, il écrivait « Mais d'où vient cette oppression du peuple ou de la majorité? Ne vient-elle pas de ce que les lois sont faites exclusivement par la minorité privilégiée? Qu'on admette donc le peuple à l'élection de ses représentants et à la confection des lois, et le mal aura bientôt cessé. Nous voulons que le pouvoir exécutif ou gouvernemental soit confié par élection aux plus capables et aux plus dignes, et non par le hasard de l'hérédité, à des inconnus qui peuvent avoir tous les défauts et tous les vices, qu'il ne soit confié que temporairement, afin qu'on puisse réparer l'erreur d'un premier choix, ou lui en substituer un meilleur. » Tiens. Quoi? Je me fais chier. Quelques années après avoir écrit ça, Étienne Cabet fonde une micronation aux États-Unis. Il en est élu le chef. Mais quand 6 ans plus tard, un autre homme, nommé Jean-Baptiste Gérard, est élu chef à la place de Cabet, eh bien Cabet n'est pas totalement d'accord avec le résultat, et du coup il envoie ses fidèles étrangler Jean-Baptiste Gérard. C'est moi le chef, t'as compris? Numéro 5. Louis-Napoléon Bonaparte, qui est notre premier président de la République. Pendant la campagne présidentielle, il déclarait que s'il était élu, il mettrait son honneur à laisser au bout de 4 ans à son successeur le pouvoir affermi, la liberté intacte, un progrès réel accompli. Le jour où il est élu, il déclare « En présence de Dieu et devant le peuple français représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique une et indivisible et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution. » Dans l'Assemblée se trouvait un ami d'enfance de Louis-Napoléon qui hurla « C'est un honnête homme, il tiendra son serment !» Quand son mandat arrive à son terme, Louis-Napoléon décide de se nommer président à vie ou empereur. Et il met les députés en état d'arrestation. Et anecdote, il paraîtrait que ce jour-là, un député s'est défendu et vu qu'à l'époque les députés étaient payés 25 francs, il aurait hurlé « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs ah !» Et il est mort. Numéro 6. Pendant le règne de l'empereur, ses opposants, nommés Gambetta et Jules Ferry, écrivent un programme nommé le Programme de Belleville, dans lequel ils jurent que s'ils arrivent au pouvoir à la place de l'empereur, ils établiront la séparation de l'Église et de l'État, ainsi que la suppression de tous les privilèges et de tous les monopoles. Et donc, quand l'empereur abdique, et que c'est Gambetta et Jules Ferry qui prennent le pouvoir, eh bien le programme de Belleville, on peut dire qu'ils se sont assis dessus. Ah non, pas comme ça. Numéro 7. En février 1871, un certain Henri Tolain se présente aux élections législatives de la Seine au nom de Karl Marx et de l'Internationale. L'Internationale, c'est une sorte de gigantesque syndicat international qui donna son nom à cette chanson. Tolain est élu, mais quand les marxistes de l'Internationale prennent, armes à la main, le contrôle des plus grandes villes de France, Henri Tolain s'oppose à eux et soutient l'envoi de troupes pour les massacrer. Et Karl Marx déclara donc « Considérant que le sieur Tolain, nommé à l'Assemblée nationale pour représenter la classe ouvrière, a déserté sa cause de la manière la plus lâche et la plus honteuse, nous décidons à l'unanimité de l'exclure de l'Internationale. » Enfin, je m'en bats les couilles.
Ah, les gens ils parlent, ils disent des trucs, je m'en fous. Au même moment, un dénommé Louis Blanc, un socialiste de gauche, qui des années plus tôt n'était pas du genre à appeler les foules au calme, comme cette fois où il encouragea une foule de révoltés de ne pas s'adoucir en leur disant « Mes amis, votre tâche commence, prenez courage, le peuple est fort, en lui réside la toute-puissance. Ne vous laissez pas abuser par les promesses de ces prétendus représentants qui ne sont point les représentants du peuple, puisqu'ils n'en comprennent ni les besoins ni les intérêts. Une démonstration comme celle d'aujourd'hui n'est pas de celle qui ébranle seulement, mais qui renverse. » Eh bien, lui aussi s'oppose à la révolte des marxistes de l'Internationale. Il déclare « Je pense qu'ils ont violé la légalité pour laquelle je suis. Je réprouve leurs actes. » Bon, si vous connaissez un peu votre histoire, vous connaissez la suite, hein. Les marxistes de l'Internationale sont massacrés ou déportés. C'est pas joli joli. Numéro 7. Le jour de son investiture, le président de la République, Jules Grévy, promet la plus grande sincérité. Mais quelques années plus tard, on découvre que son gendre faillit octroyer 23 000 légions d'honneur contre 100 000 francs chacune. Quand le poteau rose est découvert, Jules Grévy démissionne. Après sa démission, Jules Grévy est remplacé par le numéro 8, Sadi Carnot, connu pour son irréprochabilité parce que quand le fameux gendre lui a fait des recommandations, il a refusé. C'est beau. Mais quelques années plus tard, on découvre que Monsieur Carnot n'est peut-être pas si irréprochable que ça. Car quand Gustave Eiffel récolte l'argent de 800 000 Français pour financer un chantier au Panama, la femme de Sadi Carnot est mise au courant d'une énorme insuffisance d'avancement des travaux, de défaillance de gestion financière du chantier et de la mort de milliers d'ouvriers. Et pour garder le silence sur tout ça, elle reçoit un pot de vin de Gustave Eiffel. À vrai dire, le type que je cherche, clin d'œil, s'appelle Monsieur Pot de Vin. Clin d'œil, clin d'œil. Donc les Carnot, bon, c'est pas des incorruptibles. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'au final, Sadi Carnot finira poignardé par un ouvrier. Numéro 9. Mitterrand et Viviani. Pendant leur campagne électorale, les candidats de gauche Mitterrand et Viviani défendent le droit de grève. Vont-ils continuer à le faire une fois qu'ils seront élus? Non. Une fois qu'ils sont élus, ils se donnent une mission d'écraser le droit de grève. Eh bien, je me demande comment devaient se sentir leurs électeurs, hein. Vous m'avez vraiment pris pour un pauvre type. Numéro 10. Clémenceau et Briand. Avant d'être élu, Monsieur Clémenceau fait campagne contre la violence policière et la surveillance policière. Quant à Monsieur Briand, il fait une campagne vigoureuse pour la grève, en déclarant aux ouvriers « Allez à la bataille avec des pics, des sabres, des pistolets, des fusils. Loin de vous désapprouver, je me ferai un devoir, le cas échéant, de prendre une place dans vos rangs. » Une fois au pouvoir ensemble, Briand et Clémenceau écrasent les grèves. Et Clémenceau est même surnommé le premier flic de France. Donc ils auraient menti? Complètement, j'en ai peur. Naïfs que nous sommes. Numéro 11. Hugo Haase. En 1914, l'Allemand de gauche Hugo Haase déclare « J'élève une protestation passionnée contre cette machination criminelle des fauteurs de guerre. Pas une goutte de sang d'un seul soldat allemand ne doit être sacrifié à la soif de pouvoir des dirigeants autrichiens, aux intérêts des profits impérialistes. » Et 10 jours plus tard, il vote pour l'invasion de la France et donc le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ce qui nous amène au numéro 12. Une fois que les Allemands nous ont déclaré la guerre, tous les antimilitaristes français deviennent d'énormes militaristes. Briand, qui déclarait auparavant « Nous ne devons pas nous en tenir à une vaine critique des armées, mais pour couper court au fléau du militarisme, nous devons nous attaquer à la racine même du mal. Je veux dire à ce que les bourgeois appellent la patrie. » Eh bien, pendant la guerre, il devient ministre et envoie donc des hommes par milliers servir de chair à canon dans les tranchées. Du côté de l'extrême gauche, deux hommes nommés Marcel Sambat et Jules Guesde, qui avaient signé noir sur blanc une promesse de ne jamais participer au gouvernement dans la société capitaliste, eh bien quand la guerre éclate, ils deviennent ministres, et sont donc partiellement responsables des choses comme les fusillés pour l'exemple, toutes ces choses-là. Même les anarchistes retournent leur veste. Le dernier des grands penseurs anarchistes, nommé Kropotkin, qui auparavant écrivait « Qui dira jamais les souffrances des millions d'hommes, femmes et enfants, les vies brisées, avec lesquelles furent bâties les fortunes des gredins qui avaient spéculé en prévision des monceaux de cadavres humains et des chairs déchiquetées qui allaient s'accumuler dans les grandes batailles. Voilà ce qu'est la guerre. Oh là non, là, faut pas le dire ça. Mais c'est vrai. Bien sûr, la guerre c'est du sang, des larmes, de la merde, des gosses égorgés, des mères qui pleurent, de la viande partout, des femmes violées, des chiens qui bouffent les cadavres, mais faut surtout pas communiquer là-dessus. Hein. Eh bien, quand la Première Guerre mondiale éclate, Kropotkin, ainsi que les 16 plus grands leaders anarchistes de l'époque, devient un énorme va-t-en-guerre, en déclarant « Vite, vite, devisez et fondez des canons de 50 cm, et mettez-les en les traînant tous, vieux, femmes et enfants, pour les placer en position sur les hauteurs du sud pour attaquer les Huns par derrière. Armez-vous, faites un effort surhumain, c'est comme cela
seulement que la France reconquérera le droit et la force d'inspirer de sa civilisation, de ses idées de liberté, de communisme, de fraternité entre les peuples de l'Europe. Ne laissez pas ces atroces conquérants de nouveau écraser la civilisation latine. Ici, avec les amis anglais, nous faisons tout pour qu'on presse l'envoi des renforts. Il faudra se défendre comme des bêtes féroces. Même la CGT s'y met. La CGT, qui était pourtant un syndicat anarcho-syndicaliste violent, etc., eh bien, s'est rallié presque immédiatement au gouvernement. Et même dans les autres pays, par exemple, le soi-disant marxiste révolutionnaire Van der Velde devient ministre pendant la guerre et soutient donc l'envoi des troupes. Et devient donc responsable d'horreurs comme les gueules cassées. En Russie, le fondateur du marxisme russe, qui est censé être un révolutionnaire d'extrême gauche, quand la guerre éclate, il soutient l'envoi des troupes et devient donc ministre dans le gouvernement du tsar antisémite. Salaud! Il faut quand même voir ce que nos généraux disaient à l'époque, hein. Il faut renforcer la discipline, ne pas avoir peur de fusiller 10, 20, 100 hommes, c'est le seul moyen d'obtenir des résultats. Même les futurs fondateurs du PCF voteront pour la mobilisation générale. Alors que des années plus tôt, au Congrès national de Limoges, les communistes disaient « Le Congrès, en présence des incidents diplomatiques qui, de divers côtés, menacent de troubler la paix européenne, invite tous les citoyens à répondre à toute déclaration de guerre, de quelque côté qu'elle vienne, par la grève militaire et l'insurrection. » Eh bien, quand la guerre éclate, ils se mettent plutôt à dire des choses de ce genre. Nos vies ne sont rien. Notre pays est tout. Guerre, guerre, guerre. Guerre, 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 guerre. 3 ans plus tard, en Russie, les gens n'en peuvent plus de cette guerre ignoble qui fait tant de morts. Alors ils se révoltent contre le tsar et le renversent. Mais Kachin, le futur fondateur de la fête de l'UMA, part supplier le nouveau chef du gouvernement russe de ne pas se retirer de la guerre et de continuer d'envoyer des hommes servir de chair à canon. Ah bah bravo hein. Le plus dingue, c'est que les pacifistes seront des gens comme Janet Rankin, qui faisait partie du même parti politique que George Bush et Donald Trump, ou Henry Ford, un multimillionnaire d'extrême droite, antisémite, qui inspira notamment Adolf Hitler. On peut faire mieux en matière d'inspiration, hein. Mais en effet, Janet Rankin sera l'une des rares à voter contre la Première Guerre mondiale, tandis qu'Henry Ford embarquera sur un bateau nommé le Peace Ship pour mener une campagne pacifiste afin de mettre un terme à la guerre. Ouais, si j'avais su, j'aurais voté pour un autre candidat, hein. Oh. Numéro 13. En Allemagne, avant la guerre, l'ouvrier d'extrême gauche Gustav Nosk se disait anticapitaliste et révolutionnaire. Après la guerre, quand des ouvriers allemands tentent une révolution anticapitaliste, c'est Gustav Nosk qui envoie le futur leader nazi et futur co-auteur de Mein Kampf, Rudolf Hess, pour massacrer ces ouvriers révoltés. Et alors pourquoi se disait-il anticapitaliste et révolutionnaire auparavant ? J'ai menti. Numéro 14. Le cartel des gauches. Dans les années 20, les anciennes personnes d'extrême gauche sont devenues les représentants de la droite. Et un jour, ils sont battus par les nouveaux représentants de la gauche, qu'on appelle le cartel des gauches. Mené par un dénommé Édouard Herriot, qui se dit anticlérical et qui promet une fois au pouvoir d'établir la totale laïcisation de la société française. Qui à l'époque était loin d'être totalement laïque. Remercions le Seigneur qui nous offre cette belle journée à l'école. Remercions le Seigneur. Le Seigneur ? Non mais c'est une prière. Une prière dans une école publique. Dieu n'a pas sa place entre ces murs, pas plus que les faits n'ont la leur dans les doctrines religieuses. Et à la fin du mandat de Édouard Herriot, eh bien la France n'est pas du tout plus laïque. Il a rien changé à ça, en gros. Jésus, Fils de Dieu, est descendu sur terre et a souffert pour expier vos péchés. Numéro 15. Après l'une des plus grandes crises économiques de notre histoire, des révoltes ouvrières d'extrême gauche se déclenchent en Espagne et en France. Ça va tellement loin que Trotsky se met à croire que ça y est, la révolution française a débuté. Quand au même moment des politiciens d'extrême gauche sont élus au pouvoir en France, ils appellent les ouvriers au calme et leur supplient de rentrer chez eux, d'arrêter tout ce boucan. Parce que eux, les politiciens, s'occuperont de tout, donc pas la peine d'aller dans la rue, faites-leur confiance. C'est marrant, ça me rappelle un truc ça. Économisez-vous des kilomètres de manif en votant France Insoumise. Les ouvriers qui étaient dans la rue, pleins de confiance envers leurs politiciens, acceptent de se calmer et de rentrer chez eux. Le résultat ? Alors que les ouvriers révoltés d'Espagne sont en train de se faire massacrer par des fascistes, et appellent à l'aide le gouvernement d'extrême gauche français, eh bien ce gouvernement français leur répond « On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles !» Il y a même le PCF qui envoie leurs alliés assassiner certains syndicalistes espagnols. Le chef du gouvernement d'extrême gauche français, nommé Paul Faure, met en place les premiers congés payés. C'est alors que les nazis nous attaquent.
En raison de leur fidélité au dictateur russe Staline, qui est l'allié de Hitler, le Parti communiste français fait des actes de sabotage dans les usines d'armement françaises contre l'effort de guerre français. Et donc, les nazis nous battent. Paul Faure, qui nous avait accordé les congés payés, devient antisémite et déclare redouter la création d'un cabinet de guerre israélite. Lui et énormément de ses camarades de gauche, qui se disaient auparavant anticolonialistes, soutiennent en 1940 la venue au pouvoir en France d'un colonialiste ami du dictateur de droite Franco, j'ai nommé le maréchal Pétain, qui propose de collaborer avec Adolf Hitler. René Belin, leader de la CGT, qui écrivait « La paix ne sera définitivement assurée que le jour où sera réalisée la formule contenue dans les statuts de la CGT, la suppression du salariat et du patronat », soutient le maréchal Pétain quand celui-ci dissout la CGT et abolit le droit de grève. En 1942, des enfants juifs français sont exterminés dans des camps de concentration à cause de la police française, avec le soutien de Paul Faure. Au moins on a eu les congés payés. Et il faut savoir que ce n'était pas du tout des directives des nazis. Tandis que beaucoup de résistants seront d'extrême droite. C'est le monde à l'envers. Numéro 16. En 1944, le PCF, qui est censé être un parti anticolonialiste, accepte d'envoyer des troupes françaises en Indochine. Numéro 17. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Et bah, c'est cette France-là qui a finalement cédé aux indépendantistes algériens, tandis que la gauche ne voulait absolument pas céder, quitte à laisser faire les viols, les tortures. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec de Gaulle, toi? Hein, l'autre gros pif qui dit « Je vous ai compris au pied noir » et qui lâche l'Algérie aux Algériens 10 minutes après? Numéro 18. Allez, on accélère. Au début des années 80, grâce au regroupement familial, l'homme de droite Giscard a permis à des milliers de travailleurs immigrés de faire venir leur famille en France, pendant que le Parti communiste français, censé être un parti internationaliste, n'oublions pas que Marx disait que les travailleurs n'ont pas de patrie, eh bien c'est le Parti communiste français qui a introduit la lutte contre l'immigration dans une campagne présidentielle pour la première fois. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Arrête Christian, je vais finir par croire que t'es raciste. Quoi? Comment ça? Moi? Numéro 19. En 1981, Mitterrand est élu président de la République et promet de nombreuses choses. La démarche du Parti socialiste doit être comprise comme révolutionnaire dans la mesure où, en effet, le Parti socialiste entend casser les structures du grand capitalisme. Violente ou pacifique, la révolution, c'est d'abord une rupture. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Ces choses-là, les réalisera-t-il? Non! Non! L'indexation est un système qui veille à ce que votre salaire augmente de la même manière que le coût de la vie. Grâce à ça, vous savez acheter la même quantité de choses même si les produits deviennent plus chers. Eh bien, c'est grâce à François Mitterrand que l'indexation n'existe plus. Du coup, si le coût de la vie augmente, eh bien, tant pis pour vous. Ce qui fait dire à Coluche... Ah, c'est la dernière fois que les mecs votent, là, c'est sûr. Parce que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Tiens, ça me rappelle une histoire. J'étais là le jour où la force des hommes a failli. Jetez-le dans le feu! Détruisez-le! Non. Tout aurait pu être fini ce jour-là, mais il permit au mal de perdurer. Juste avant de mourir, François Mitterrand fait de Jean-Luc Mélenchon l'un de ses exécuteurs testamentaires. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. En 1999, le ministre de l'Éducation nationale français voulait faire en sorte que les lycées professionnels aient moins de moyens. En réaction, les professeurs se mirent en grève et réclamèrent la démission de ce ministre. Le ministre démissionne et est remplacé par Jean-Luc Mélenchon, qui promet de ne jamais voter la loi qui mit autant de professeurs en colère. Mais une fois ministre, il retourne à sa veste, et c'est bien à cause de Jean-Luc Mélenchon qu'à ce moment-ci, les lycées professionnels eurent moins de moyens. Putain... Rien compris, moi. Il faut savoir que Mélenchon était ministre dans le gouvernement qui a le plus privatisé de toute l'histoire de la Ve République. Et c'est avec cet homme que Besancenot et Philippe Poutou veulent collaborer.
Putain, j'en ai marre, les politiciens de gauche, ils sont vraiment nuls, on peut pas compter sur eux, sérieux. Faut arrêter maintenant de tout déléguer à ces espèces de politicards opportunistes là. Maintenant, faut faire les choses par nous-mêmes, ok? Faut arrêter de juste ouvrir sa gueule une fois tous les 5 ans. Maintenant, faut sortir dans la rue et faire les choses par nous-mêmes. Allez les mecs, maintenant on va dans la rue, on fait les choses par nous-mêmes. Voilà. L'un d'eux jette un objet dans la foule, c'est un pavé. L'une d'entre elles est tirée dans la direction... Ces entretiens de gilets jaunes. Voilà une classe qui se tient sage. Il n'y a pas d'image de violence policière. Il faut que la police tire à balles réelles. Il faut tirer à balles réelles. Je suis désolé, je vais choquer. Aux États-Unis, tirer à balles réelles. Hein. Non mais... J'ai reçu un tir de grenade en plein visage. Du coup, j'ai perdu mon œil. Non, mais voter c'est bien aussi. Hein. Je veux dire, c'est un acquis social, hein. Donc on a de la chance. Mitterrand président, allons, c'est le moment. Mitterrand président. Ah ouais, ça fait 30 ans que je vote, 30 ans que je me fais enfler, alors non, l'année prochaine ce sera sans moi, hein, merci bien. Et puis de toute façon, vote ou pas, on finira tous avec un cancer colorectal, alors tu parles.